Hein? Quel est l'impact de la franc-maçonnerie au niveau de l'Afrique? C'est la suite de notre débat de la semaine dernière. Je vais d'abord passer la parole à l'apôtre Mebet. Apôtre Mebet, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté à l'Afrique? Deux thèses s'affrontent. Une thèse qui pense que cette franc-maçonnerie a apporté des tonnes et des tonnes de choses au continent africain. Une autre thèse qui pense tout simplement que cette franc-maçonnerie a aliéné l'Afrique. Vous vous situez à quel niveau? Alors, parfait. Déjà, la semaine dernière, nous le disons ici, que la franc-maçonnerie, n'est-ce pas, nous avons vu que la franc-maçonnerie a puisé, n'est-ce pas, son essor, ses origines, n'est-ce pas, dans les civilisations anciennes et en majorité ou alors en grande partie, n'est-ce pas, dans l'Égypte antique. Et nous l'avons dit, bon, il est vrai que certains sur le plateau n'ont pas été de cette année. Oui, refute cette thèse. Voilà, et refute cette thèse, mais les preuves sont là, n'est-ce pas, les évidences également sont là. Nous avons vu qu'il y avait plein de pratiques également dans l'Égypte antique, n'est-ce pas, que les francs-maçons se sont inspirés de ces pratiques-là. Mais nous l'avons dit donc de façon officielle, hein, que la franc-maçonnerie a vu le jour, hein, en Grande-Bretagne, en Angleterre, nous avons dit cela, et que ça s'est propagé, n'est-ce pas, en France, en Écosse. Et on a vu, n'est-ce pas, que que la Grande Loge a influencé, n'est-ce pas, ces parties-là. Maintenant, aujourd'hui, nous devons parler, n'est-ce pas, donc de l'apport de la franc-maçonnerie en Afrique. Qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté? Moi, pour examiner cela, je me penche sur deux aspects. Je me penche sur l'aspect, n'est-ce pas, de la forme, n'est-ce pas, et l'aspect, n'est-ce pas, de fond. Dans l'aspect de la forme, nous allons par exemple voir, n'est-ce pas, que la franc-maçonnerie a contribué à ce qu'il y ait des élites politiques, des élites, n'est-ce pas, administratives. Donc on voit par exemple que la franc-maçonnerie a permis, n'est-ce pas, les administrateurs sociaux. La franc-maçonnerie a permis d'avoir des commerçants, des militaires, des intellectuels, des futurs dirigeants sur le plan africain. Parce que c'est la franc-maçonnerie qui a normalement préparé tout cela. Parce qu'on voyait, n'est-ce pas, les colons devant, mais il y avait des loges. Il y avait des loges maçonniques qui étaient derrière et qui ont favorisé, n'est-ce pas, la colonisation. Et pour ceux, ils sont donc venus avec des stratégies ou des stratagèmes. Et cette stratégie, donc, c'était, n'est-ce pas, de mettre des moyens sur pied. Des moyens à travers lesquels on devait contrôler les Africains. Et c'est pour ça dont nous parlons des administrateurs sociaux, nous parlons par exemple des militaires, hein, des commerçants, des intellectuels. Parce qu'il faut le dire, que quand on parle des francs-maçons, c'est pas quand même n'importe qui adhérait, n'est-ce pas, à cette loge-là. C'était des grands bâtisseurs, c'était des intellectuels. Et c'est pour ça qu'il fallait donc former des gens qui allaient prendre le relais en Afrique. Sauf que c'était de façade. Est-ce que vous comprenez? Donc, on a un peu cela. Je prends l'exemple, après l'indépendance, il y a eu plusieurs dirigeants qui ont, n'est-ce pas, entretenu des liens avec les loges maçonniques. Je peux quand même citer ici Léopold Sédar Senghor, que j'ai énuméré là. Félix Houphouët-Boigny, par exemple, ou encore Omar Bongo. Ce sont des personnes, n'est-ce pas, qui ont eu des liens. À un moment donné, Omar Bongo était d'ailleurs l'un des plus grands patrons en Afrique. Et effectivement, ce sont des personnes Par la suite, nous avons connu le président Sassou Nguesso. Exactement. Nous avons même vu en vidéo l'initiation de Ali Bongo. Effectivement, il y en a, c'est devant tout ça a été filmé. Il y a même plusieurs dont on a vu abhorrant, n'est-ce pas, des tenues, des insignes maçonniques. On a vu, donc voilà un peu à ce niveau-là. Maintenant, au plan, n'est-ce pas, de fond, comme nous l'avons dit. Vous allez chuter. Oui, on va chuter au plan de fond, n'est-ce pas? Nous voyons par exemple que ces gens-là, ils ont apporté certaines choses, mais en réalité c'était pour aliéner les Africains. Parce que lorsque on donne une indépendance, n'est-ce pas, de façade aux Africains, la franc-maçonnerie s'est installée pour les contrôler. La franc-maçonnerie s'est installée, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, apporter du désordre. Par exemple,
quand on voit aujourd'hui des rites, en fait des rituels sataniques, n'est-ce pas, les enfants qui sont abusés, qui sont enlevés, passés par là, des crimes rituels, moi, j'ai parfois causé, apôtre Mebet, j'ai parfois causé avec des francs-maçons qui me font comprendre que parfait, vos histoires où on mange les enfants, où on suce le sang, je ne sais de qui, ce sont vos sorcelleries là-bas. La franc-maçonnerie originelle ne connaît pas ce genre de rites. Je ne sais pas, certains francs-maçons me l'ont dit. Non, pas fait, c'est faux. Aucun franc-maçon ne peut venir ici et venir dévoiler les secrets de sa loge. Aucun. Mais bon, vous en parlez donc. Est-ce que vous êtes dans la loge? Mais ce sont des études. Il y a des témoignages. Il y a des personnes qui ont écrit des livres. Comment toi tu sais que là-bas on suce le sang? Non, je prends par exemple, on a des livres. Edouard Tutus a écrit un livre pour dénoncer. Edouard Tutus n'est pas franc-maçon, il est rosicrucien. C'est ça que je dis. Mais c'est toujours des couloirs. Et ils ont dénoncé plein de choses. Il y a plusieurs aussi qui ont dénoncé. On a par exemple des francs-maçons de 33e degré qui, n'est-ce pas, essayent de dénoncer les choses qui sont à l'intérieur. Même quand ils sont toujours tenus, comme on peut dire avec nos dirigeants africains, la majorité d'entre eux tenus un peu, comme je peux reprendre l'expression de Kémy Séba, n'est-ce pas, qui dit qu'ils sont tenus, n'est-ce pas, par le screen de l'oligarchie occidentale. Donc voilà un peu certaines choses. Alors, pour vous chuter, je vais simplement dire donc que c'était une façade, n'est-ce pas, afin de conclure les Africains, afin d'apporter, n'est-ce pas, du n'importe quoi ici. Et c'est exactement ce qui se passe aujourd'hui. Dans son ouvrage intitulé Méditation de prison, j'espère que je n'oublie pas le nom de l'ouvrage, le livre du professeur Edouard Tutus, il fait comprendre qu'il les a vus manger les bébés à l'étouffer. Effectivement. Vous savez ce qu'on dit, manger les bébés à l'étouffer? On mange les bébés dans le domba. On prépare dans le domba comme dans le domba des vipères. Et manger les bébés à l'étouffer. C'est Edouard Tutus qui le dit, il est encore vivant. Et il y a des dossiers, Epstein. Il y a des dossiers Epstein dont on parle des mêmes choses comme ça. Imam Cheikh Ali, certains disent que la franc-maçonnerie construit les États. La franc-maçonnerie bâtit les nations. Pour le cas de l'Afrique, la franc-maçonnerie a-t-elle été utile? Il faut dire parfois ici, si on peut parler d'utilité, on parle de la colonisation. Parce que la franc-maçonnerie entre en Afrique à travers la colonisation. Et la franc-maçonnerie a usé des instruments étatiques pour pouvoir étendre son hégémonie. Vous savez, le système de bourses scolaires, de bourses d'étudiants, qu'est-ce que les francs-maçons ont fait? C'est-à-dire qu'ils repéraient parmi les étudiants les plus intelligents, on les envoyait donc étudier en Europe. Et en Europe, lorsque vous étudiez, on vous initie donc dans les loges maçonniques, notamment en France, dans la grande loge de France. Beaucoup de présidents africains, quand on parle de France, on parle d'Afrique francophone, ont été initiés dans les grandes loges maçonniques en France, lorsqu'ils sont allés étudier. Et lorsqu'ils étudient là-bas, lorsqu'on vous initie dans la loge, vous revenez au pays, vous allez servir les intérêts des francs-maçons, mais sous administration coloniale. Ça veut dire que vous êtes ministre, vous êtes président, mais vous êtes là, vous servez les intérêts de la franc-maçonnerie. Alors, la chose qui est compliquée, c'est que quand vous avez prêté serment au sein de la franc-maçonnerie de servir le grand architecte de l'univers, vous ne pouvez plus être service du peuple. Ah bon? Bien sûr, ça veut dire que vous êtes dirigeant, vous servez les intérêts du grand architecte de l'univers, vous ne servez pas les intérêts du peuple. C'est pour ça qu'on se pose la question, mais comment un dirigeant qui connaît les réalités du peuple, les souffrances du peuple peut rester indifférent? Oui. Non, parce qu'il vit sous condition. Mais si la franc-maçonnerie par essence est là pour bâtir, comment ne pas s'occuper des souffrances du peuple? Quand on parle de bâtir, il y a deux types de construction. J'ai parlé la semaine passée ici de la franc-maçonnerie opérative qui a construit des édifices, des églises, des ponts. Mais aujourd'hui, on parle de la franc-maçonnerie spéculative, dont ne construit rien. C'est-à-dire qu'un médecin peut être franc-maçon, un enseignant peut être franc-maçon, je sais pas, un traditionnel peut être franc-maçon, n'importe qui peut être franc-maçon. Parce qu'ils sont bâtis avec les idées. On ne bâtit plus les édifices. On bâtit avec les idées. C'est ça qui dit que la démocratie est l'un des vecteurs de la franc-maçonnerie parce que c'est une idéologie. On ne construit plus les bâtiments. C'est pour ça que vous allez voir aujourd'hui, un franc-maçon ne maîtrise rien de la maçonnerie. Quelqu'un franc-maçon ne maîtrise rien de la maçonnerie. Non, ça peut être un médecin, ça peut être un enseignant, ça peut être un commerçant, ça peut être un homme d'affaires, ça peut être n'importe qui, ça peut être un politicien, un économiste, ils ne connaissent rien de la construction. On parle de franc-maçonnerie spéculative.
Mais ces francs-maçons qui font partie de la franc-maçonnerie spéculative sont des instruments des francs-maçons qui bâtissent. C'est pour ça que quand vous regardez les édifices publics ou privés, si on prend le cas du Cameroun, il y a toujours, pour la plupart des édifices, des symboles maçonniques, qui est la marque même, ou l'empreinte même des francs-maçons, qu'on peut dire, c'est nous qui sont passés par ici. Quoique, l'économie, les francs-maçons n'ont pas une caisse pour construire. C'est l'argent du peuple, ils construisent avec l'argent du peuple au travers des institutions publiques. C'est pour ça que parfois ici, lorsque vous parcourez la ville, par exemple, de Yaoundé, vous allez voir, il y a beaucoup de symboles maçonniques. Vous avez l'obélix maçonnique, un symbole maçonnique très fort qui se trouve à l'hôtel de ville ici à Yaoundé. Ah bon? L'obélix, oui. On trouve ça aux États-Unis, on trouve ça en France, l'obélix maçonnique. Vous avez même les symboles de l'œil maçonnique, des pyramides maçonniques qui sont sur plusieurs édifices privés et publics au Cameroun. Vous avez la chaîne d'union. Ce qu'on appelle la chaîne d'union. Dites-nous. La chaîne d'union, c'est un symbole maçonnique qui est tellement répandu dans la ville de Yaoundé et partout au Cameroun, partout dans le monde entier. La chaîne d'union, c'est le fait de se tenir les mains, comme nous sommes assis là, comme ça, là, on se tient les mains. Mais est-ce que ce n'est pas signe de solidarité, signe d'entraide? C'est signe de solidarité, parfait. Pourquoi vous voyez la franc-maçonnerie partout? Parfait ici. Quand vous êtes des personnes qui êtes initiées, je ne sais pas d'initiés, c'est-à-dire qui avez la connaissance, vous distinguez ce qui n'est pas et de ce qui est. Par exemple, le soleil est un symbole maçonnique. Vous savez ça? Ce sont les francs-maçons qui ont créé le soleil. Non, je dis symbole. Symbole. Ils utilisent le symbole pardon, le soleil est un symbole maçonnique. Vous avez vu l'édifice de l'Africa Foot? Oui. À l'entrée, qu'est-ce qu'il y a à l'entrée de l'édifice de l'Africa Foot? Dites-nous. Il y a une boule d'or. L'édifice d'Africa Foot appartient aux francs-maçons? Non, écoutez, moi j'explique seulement, mais là si vous voulez... Je dis quand vous voyez l'édifice de l'Africa Foot, à l'entrée, qu'est-ce qu'il y a? Le ballon. C'est pas un ballon. Ça représente un ballon. Quand vous regardez, ça n'a rien de ballon. Il faut aller pour voir. Le nouveau siège de l'Africa Foot. C'est ça, on ne parle pas de l'ancien. Il faut aller voir. C'est pour ça qu'il dit qu'il faut avoir l'œil de l'initié, c'est-à-dire quelqu'un qui maîtrise l'interprétation. Mais qui avait intérêt à mettre ce genre de Moi, pôle? j'explique seulement parfait. C'est comme pour vous dire que les francs-maçons mettent les marques partout. Pour montrer que c'est eux qui ont bâti, c'est eux qui ont construit. C'est ça. Je suis en train d'expliquer quelque chose. On n'a pas le même regard des choses. Moi, si j'arrive quelque part, je jette 2-3 coups de regard, je sais qu'ici, c'est des francs-maçons. L'Africa Foot. La franc-maçonnerie, permettez. Pétier, ça veut dire quoi? Pétier, ça veut dire quoi? Mais ça n'a pas servi les intérêts du football. Non, mais mon frère. Mais l'Africa Foot, c'est une affaire de football. De football, hein. Et cette fameuse boule, c'est juste ornement. Vous savez que la FIFA appartient aux francs-maçons. Vous savez que la CAF est franc-maçon. Moi, je On ne le sais sait, rien. on Vous sait savez qu'il y a des que acquaintances. le football même là. Oui, il y a des acquaintances. Vous connaissez l'origine Avec du football. C'est ça. L'origine du football remonte autant des empires tels que l'empire, comment on appelle l'empire des Mayas et autres, qui faisaient des sacrifices d'êtres humains à leur divinité soleil. Oui. Et qu'est-ce qu'ils faisaient avec les têtes de ces gens? Ils jouaient au football avec des têtes. Même en Égypte. Oui. On faisait des sacrifices au dieu soleil. On sacrifiait les têtes des gens et le peuple prenait ces têtes, tapait, jouait au football. Vous êtes sérieux là? Mais je vous dis... Chez qui? Chez les Aztèques, les Mayas, les Incas, qui? Il faut avoir l'œil de l'interprétation. Ouais, c'est vrai, on ne peut pas tout interpréter, mettre dans la franc-maçonnerie, mais il faut être quelqu'un qui est très subtil dans le regard et dans l'interprétation. Parfait. Ce que... Non, c'est pas un débat entre les membres et vous. Non. C'est pour dire que les autres vont également parler. On ne doit pas quand même aujourd'hui tout démontrer que c'est franc-maçonnique, ainsi de suite. Non. Il faut tout n'est pas franc-maçonnique. Attends, nous sommes d'accord. Ce n'est pas... Est-ce que c'est que le code QR, que vous connaissez tous, c'est un symbole maçonnique? J'espère qu'on va tenir compte. À vous de nous dire. Le code QR est un symbole maçonnique, vous le savez. Il faut passer. Quand vous regardez, le code QR, c'est quoi? Il ne faut pas voir quand même la franc-maçonnerie. S'il vous plaît, c'est l'imam qui a la parole. Le code QR. Monsieur le pasteur, on n'a pas le même niveau de compréhension, d'interprétation. Personne ne parle du même niveau. Laissez-moi, permettez-moi d'évoluer. Allez-y. Ce que explique là, vous n'avez pas le niveau de comprendre. Vous n'avez même pas le niveau. Non, c'est ce que vous pensez comprendre. Quand on veut transmettre des données d'un téléphone, par exemple, à un autre téléphone, ou bien à travers les médias, ou scanner. Le scan, le QR, c'est
le plancher, comment on appelle ça, le plancher en damier avec les 3 poutres, les 3 colonnes de la franc-maçonnerie. Au centre du temple maçonnique. Beaucoup de bêtises. Écoutez, très bien. Il y a 2 piliers, Gaulle et Joaquin. Le 10e pilier vient d'où? Et puis, Attendez. Les 2 piliers dont vous parlez, on appelle ça les 2 colonnes, c'est les colonnes qui représentent l'entrée du temple de Salomon. Mais je dis dans la loge maçonnique, je ne parle pas de l'intérieur de la loge. Il y a 3 colonnes. Vous ne connaissez pas, il faut apprendre. Il y a 3 colonnes. Tu fais quelle différence entre colonnes et piliers également? Merci. On va passer la parole au docteur Noah. Tu t'amènes les Merci à l'imam. Que de révélations. Docteur Noah. Si je m'en tiens aux précédentes interventions, la franc-maçonnerie n'a rien apporté à l'Afrique. Est-ce que ce n'est pas également excessif de le dire? Il y a première des choses, je vais revenir un peu légèrement. Lorsqu'on parle de scanner... Je vous suggère d'être précis et concis. Lorsqu'on parle de scanner au niveau du code QR, il y a ce qu'on appelle les pixels. Et ce sont ces pixels qui créent ce qu'on appelle les entropies. Et les désentropies, ça n'a rien à y voir avec la maçonnerie. C'est mon domaine. Je comptais d'écouter Noir. Oh là là. On ne va pas tous parler dans le temps de parole des autres. Alors, la franc-maçonnerie, c'est mon domaine. Moi, je suis informatique. Je fais presque tout. Même dans mon langage, tu sauras que ce que je dis est vrai. Tu ne sais pas presque tout. C'est ce que je t'ai dit, je suis presque dans tout. Il y a ce qu'on appelle, il y a ce qu'on appelle dans le code QR. Ouais, imam. Mais c'est ce que je suis en train de te dire. Il y a donc ces carreaux-là, on les appelle comment? Ces petits carreaux-là s'appellent comment? Je parle de petits. Tu vois donc que tu ne retrouves pas, on appelle ça des pixels. Et maintenant, il y a ce qu'on appelle les black and white. Et dans ça, il y a ce qu'on appelle les entropies, c'est-à-dire quand c'est en désordre. Et il y a les désentropies lorsque ça forme une image. Et maintenant, dans cette désentropie algorithmique, ça peut se retrouver avec un nom, ça peut se retrouver avec un chiffre, ça peut se retrouver avec un code pour que ça s'ouvre. Merci bien. Pour que ça soit connecté. Nous allons évoluer. C'est le problème. Ce n'est pas le sujet central du jour. Bon, permettez-nous d'aller droit au but. Allez-y, docteur. Maintenant, la franc-maçonnerie, déjà d'abord, est un cercle ésotérique. Ésotérique renvoie à ce qui est caché, renvoie à ce qui est secret, renvoie à ce qui est hermétique. Et la franc-maçonnerie utilisait l'art de Zosime. Je peux montrer, c'est très important. L'art de Zosime, Zosime qui a vécu plus de 2200 ans avant l'ère actuelle, et plus de 800 ans avant l'ère actuelle, et Zosime qui était à la fois grec et qui était à la fois égyptien, parce qu'il avait les rapprochements, on peut faire des recherches. Alors, Zosime parlait du secret. Et dans ses livres, il dit, je lis le livre des Contes, le livre 4e de Zosime. Zosime dit, ceux qui avaient l'art de fabriquer les pièces d'argent ne dévoilaient jamais leur secret. Vous pouvez le voir perfecto. C'est difficile que vous rencontrez quelqu'un qui vous dise que je travaille à la BEAC et je fabrique l'argent. Deuxième des choses, il dit, ceux qui avaient aussi l'art de trouver et de constituer l'or, le gardaient de manière très secrète. Parce que si on remettait le savoir de l'or à tout le peuple, il y allait avoir dysfonctionnement dans la société. C'est ce que Nicolas Valois dit encore dans ses œuvres. Il dit, si on remet la connaissance des mystères de ce monde pour produire des richesses et des biens, il n'y aura plus quelqu'un qui va servir l'autre, il y aura déséquilibre. Alors, la franc-maçonnerie en tant qu'une fraternité hermétique et secrète, elle s'est réservée beaucoup de choses. Elle a donc 2 volets. Elle a un volet qui est populaire, solaire. Elle a un volet qui est nocturne et secret. Comme Cheikh Ali l'a dit tout à l'heure, il a parlé de celle qui est opérative et celle qui est spéculative. Nous avons encore cette image-là. Elle nous montre comment la fraternité des maçons est stratifiée. En haut là,
nous avons le diable qui est représenté sous la forme de balle, et nous avons ensuite la famille royale, notamment le roi d'Angleterre, le roi d'Espagne, et avec ceux du Vatican. Tu peux toujours tourner et monter, s'il te plaît. Tourne, reviens. Non. Voilà. On va prendre ça à l'écran. Voilà. Alors, et là, nous avons de l'autre côté la famille des Rothschild, qui est au bas de la pierre fêtière. Nous avons la famille des Rockefeller. Nous avons les sionistes. Nous avons le Vatican. Et nous avons certaines autres fraternités. Enfin, à plus bas encore, nous avons ce qu'on appelle les World Leaders. Les World Leaders, ce sont les dirigeants de ce monde. C'est-à-dire qui sont notamment en Angleterre, qui sont notamment en France, qui sont notamment aux États-Unis comme étant des présidents. Nous avons maintenant ce qu'on appelle de Hollywood Stars, c'est-à-dire là où il y a des vedettes. Et dans ce... Je ne comprends pas bien. Ce que vous citez là, ce sont des gens qui font partie de la franc-maçonnerie. Bien sûr, c'est la franc-maçonnerie totalement stratifiée. Stratifiée parce que c'est un tableau pyramidal qu'ils ont plagié de l'autre côté en Égypte. Parce que l'Égypte également avait cette forme pyramidale. Pour rejoindre ce que le pasteur disait quelque part, que les origines aussi de la franc-maçonnerie viennent de l'Égypte. Par exemple, même dans le phare, vous allez voir, il y a le haut dignitaire, il y a ce qu'on appelle les grands prêtres, il y a ce qu'on appelle les prêtres, et il y a ce qu'on peut encore dire entre guillemets les compagnons. Vous voyez donc là plus bas là, nous avons cela. Le peuple. Oui, nous avons plus bas maintenant le peuple. Vous voyez ça? Qui est soumis par rapport aux choses qui sont dites de plus haut et qui subissent une certaine descendante ou alors une certaine diminution de fréquence jusqu'à ce que ça atteigne le peuple et le peuple qui fonctionne comme étant des robots. Alors, nous devons donc savoir que la franc-maçonnerie qui est donnée aux Africains est celle qui est spéculative. Elle n'est pas celle qui est opérative. Les disciplines qui sont données aux Africains, que ce soit la physique, que ce soit la chimie, que ce soit l'informatique, ce n'est pas la glande, ce n'est pas le centre. On leur remet toujours celle qui est spéculative. Je m'explique. On ne te dira jamais que Nikola Tesla a été initié dans certains savoirs. On te donnera seulement ses théorèmes et ses théories. On ne te dira jamais que par exemple, Isaac Newton a séjourné en Inde. On te donnera seulement les théories sur la pesanteur, sur la gravitation et ainsi de suite. Mais il y a un côté qui est secret, il y a un côté qui est hermétique, dont il n'en parle pas. Et même en ce qui concerne même l'égyptologie, vous allez voir que la chaire des disciplines d'égyptologie qui a été ouverte, je crois c'était à Strasbourg, en France, qu'on a décidé de l'ouvrir dans les années 1800, on nous a remis celle qui est pédagogique, mais ils sont restés avec celle qui est nocturne. Vous voyez ça? Et vous voyez, vous allez constater, c'est Bram Stoker, qui est un célèbre sataniste, et qui a... Oui, c'est Bram Stoker, c'est ce monsieur qui est l'auteur de Dracula. Et c'est ce monsieur qui est l'auteur du premier film La Momie. Parce qu'il y en a 4 films La Momie. Le premier est réalisé en 1981. Plus loin maintenant, nous avons celui de 2000, le retour de la momie, ainsi de suite. Ce monsieur Bram Stoker, il parle comment ils étaient en train de pratiquer certains rites pour avoir accès aux connaissances mystiques qui se retrouvaient en égyptologie ou dans les savoirs égyptiens antiques. C'est pour dire donc quoi? Lorsqu'ils font dans leurs travaux, il y en a ce qu'ils détiennent de manière très secrète. Si vous tournez par exemple l'image, tournez l'image, vous montrez. Ce monsieur est un nécromancien. Il s'appelait Leslie Flint. Ce monsieur a découvert l'appareil qui permet de parler aux morts. Je sais qu'après cette émission, j'aurai de sérieux problèmes. Je sais de quoi je parle. Laisse-moi finir, frère. Je sais que j'aurai de sérieux problèmes parce que ce sont des choses qui sont très secrètes. C'est ce monsieur qui découvre l'appareil dont on parle aux morts, qui s'appelle la psychotron. Vous pouvez le voir là comme une balance. Ils arrivent sur une tombe, et ils la placent, si c'est l'ancêtre de Douk ou de Cheikh Ali qui est mort, ils entendent sa voix et ils entendent ce qu'il est en train de dire. Ils ont tenu ça secret et ils ont expérimenté ça à Leibniz, en Allemagne, dans une paroisse où plus de 500 paroissiens se sont retrouvés en train de parler aux prêtres qui se retrouvaient à l'intérieur. On place ça sur les tombes. On place ça sur la tombe et ils se mettent à communiquer. Voilà pourquoi, quand on parle, c'est un appareil maçonnique et il faut atteindre les profondeurs pour connaître ces choses. Vous allez voir quelque chose qui est très bien et que vous devriez constater. Par exemple, dans le cas de l'égyptologie, M. Alam,
vous allez constater qu'il y en a deux. Permettez-moi, et c'est où je vais chuter. Il y en a celle qui est dure, qui est faite des archéologues, qui est faite des paléontologues, qui est faite des historiens, qui est faite des géographes et des scientifiques, et qui vous montre à la télé. Mais il y en a celle qui est nocturne, qui est faite des nécromanciens, qui est faite des cristallomanciens, qui est faite des prêtres de la magie noire, et ainsi de suite. Après, maintenant, ils utilisent certains parfums pour pouvoir parler aux divinités, aux rois qui sont endormis, et ainsi de suite. Vous avez là le benjoin. Vous voyez ça? Ce benjoin permet à ceux qui communiquent avec les morts. Nous avons là le copal, qui est titulé dans la magie noire de la franc-maçonnerie, dans la nécromancie. Et puis nous avons l'Unujat, qui permet jusqu'ici que lorsqu'il pompe ça sur un corps ou sur une momie, ils réussissent non seulement à être en contact avec cette personne et reçoivent les arcanes. Perfect, je vais vite te poser la question, celle de savoir. Vous ne vous posez pas la question, celle de savoir avec quelle faculté rapide les Occidentaux font pour connaître, un, où il y a des trésors, deux, où il y a les archives, et trois, comment ils peuvent prendre un papyrus comme le papyrus d'Éléphantine, après le lendemain ou quelques temps après, ils réussissent à vous matérialiser la science de ça. Vous ne vous posez jamais cette question? Pourquoi ne nous donnent-ils pas les secrets sur les avions, les secrets sur les nucléaires, les secrets sur les bombes atomiques, et ainsi de suite? Pourquoi ils ne nous le donnent pas? Parce qu'il y a un seuil, il y a un endroit où on appelle la maison du silence, et on ne le remet pas à tous. Merci, hein. Merci, Docteur Noir, pour toutes ces révélations. Et, je vais passer la parole à Toth. Moi, je ne me poserai pas la question inscrite à l'ordre du jour à Toth. Je connais déjà la réponse. Mais je vais poser une autre question à Toth. Si je m'en tiens à ce que Docteur Noir vient d'énumérer tout à l'heure, on comprend quand même que, de manière profonde, la franc-maçonnerie a un savoir. De manière profonde, la franc-maçonnerie a une connaissance. Mais qu'est-ce qui s'est donc passé pour le cas de l'Afrique? Oui, premièrement, nous a dit que Zosime était égyptien. Zosime était un alchimiste grec. Il n'était pas égyptien. Zosime a vécu autour du 2e siècle avant l'ère actuelle. Donc, il était purement de culture grecque. Maintenant, nous avons démontré que... Non, on dit ici que l'Égyptien, voilà Wikipédia. Non, c'est faux. Non, Zosime, voilà Wikipédia, non, voilà Google. Non, Zosime n'était pas... Il est égyptien et turc. Zosime... Évoluons, Toth, évoluons. Il y avait les Grecs qui habitaient Alexandrie. Et ils sont arrivés en Égypte. Alexandrie, c'est la capitale de l'Égypte. Pourquoi ça porte Alexandre? Parce qu'on a dédié Alexandre le Grand. Alexandre le Grand. Donc il y a les Grecs qui habitaient Alexandrie. C'est pas parce qu'ils habitent. Donc si un Italien vient habiter Ngomodjab, on va dire qu'il est de Ngomodjab. Non. Voilà. Donc maintenant, je voulais dire que quand j'entends le frère Noir parler, il va nous donner l'impression que les Occidentaux ont réussi à créer les appareils qui les ont amenés à décoder, ou même de développer des techniques qui les ont amenés à décoder les mystères de l'Égypte. Et que ce sont ces mystères qu'ils appliquent. Maintenant, je vais poser la question à Noah. Que quelqu'un qui entre dans le rite Sceau, par exemple chez nous, les bêtis, et qui n'est pas naturellement disposé à faire du bien, est-ce que la personne va prendre les rituels là pour faire du bien ou faire du mal? Le rituel est rituel, comme le couteau. On peut utiliser le couteau pour découper les oignons, comme on peut utiliser le couteau pour tuer les gens. Le rituel est une connaissance. Maintenant, on peut utiliser cette connaissance pour faire du bien ou pour faire du mal. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que si les égyptologues occidentaux, qui sont des mystiques, avaient véritablement décodé les mystères d'Égypte, leur modèle politique, leur modèle économique et leur modèle sociétal, y compris le médicatif, devait refléter le modèle égyptien. Le modèle économique égyptien, c'était quoi? C'était l'économie distributive. Ça veut dire quand on finit de récolter le mil et tout ça dans le village, si une maison a 10 personnes, on a récolté 10 sacs, on retient 5 sacs pour nourrir la maison, les 5 autres sacs vont à la chefferie. Le chef prend aussi pour envoyer à son supérieur. Donc, il y a le grenier du roi qui fait en sorte qu'en période de disette,
ce roi redistribue la richesse. C'est ça qu'on appelle la politique, l'économie distributive. Ce n'est pas l'économie qui est pratiquée par les Occidentaux. C'est le matérialisme où il n'y a qu'un petit groupe d'individus qui a rassemblé tous les biens et qui en profitent pendant qu'ils esclavagisent les autres. C'est donc deux modèles différents. Le modèle politique était un modèle qu'on appelle la décentralisation. C'est comme ça que il y avait les nomarques, il y avait les chefs de canton, il y avait les gens machin. Donc, le roi n'appliquait que les décisions prises à partir des chefs de famille, des chefs de village, des chefs de ceci, jusqu'à quand le roi fait l'évaluation avec son comité de sages, il prend donc des décisions. Aujourd'hui, c'est pas ça. Aujourd'hui, il y a les grands électeurs aux États-Unis. C'est-à-dire qu'ils sont des milliardaires. Ce n'est pas le peuple qui décide. Ce sont les grands électeurs. Mais on dit que les États-Unis sont démocratiques. Donc il y a une minorité qui impose une logique à tout le peuple. Alors que dans l'Égypte pharaonique, la sagesse venait de chaque chef de... Donc les réalités locales remontaient au roi et le roi faisait donc l'autopsie de tout et il prenait des décisions avec le comité de sages. Voilà deux modèles politiques radicalement différents. Maintenant, au niveau des rituels, quand on parle de l'origine de l'homosexualité dans la franc-maçonnerie, il faut étudier les mystères de la Grèce et de la Rome antique. Il y a même un film, une série. Est-ce que cela est démontré? Bien sûr, affaire bien sûr. D'homosexualité à la franc-maçonnerie. Est-ce que c'est démontré? C'est démontré pourquoi? Parce que c'est les écoles. Parce que certains francs-maçons refutent cette ça c'est allégation. justement ceux qui sont dans la franc-maçonnerie spéculative, qui sont dans ce qu'on appelle la pédagogie, l'enseignement. Il faut préciser qu'il y a deux modèles de construction. Il y a une construction qui est d'abord le bâtissement de soi. Avant une construction extérieure, c'est-à-dire les édifices et autres. Il y a d'abord une construction de soi. Donc, dans cette construction de soi, quelles sont les techniques de construction chez les francs-maçons? Ils obéissent au mystère de la Grèce antique et de la Rome antique. Ils obéissent au rite de la Kabbale judéo-chrétienne que j'ai présenté ici. Leur construction a pour but déshumaniser l'homme à travers des rites avilissants pour faire renaître un homme froid sans sentiment comme une bête et possédé par une entité. Voilà le but que les francs-maçons doivent atteindre. C'est la raison pour laquelle ils peuvent vous voir dans la souffrance, ils se fichent de vous, ils sont froids et ils sont cyniques, le cynisme. Donc quand on parle de la construction chez eux, ce n'est pas une construction spirituelle divine, c'est une construction septième et satanique. C'est-à-dire que on t'humilie à travers des rites que nous connaissons. La sodomie. Mais est-ce que vous allez dire que la franc-maçonnerie, c'est du satanisme? C'est du satanisme pur et simple. Regardez les francs-maçons, regardez comment ils se comportent. Quand on dit, pas seulement les Africains, même les Occidentaux. Moi, j'ai vu des francs-maçons donateurs. Non, mais ils donnent qui aident. Ils font dans ce qu'on appelle le caritas, non? C'est ça qu'on appelle le caritas, non? Le but du caritas, c'est quoi? Celui à qui tu donnes, c'est pour qu'il t'envoie ses énergies. C'est tout. C'est une sorte de vampirisation. Ça fait quand on nous parle de caritas à l'église, donc c'est ça? Effectivement. Est-ce que vous n'exagérez pas? Non, mais je sais de quoi je parle, mon frère. Je suis en train de... Parce qu'à l'église, chez nous, il y a la caisse caritas. Oui, mais les caritas... Bon, je pose donc... Oui, il y a le caritas à l'église. Pourquoi les prêtres dépouillent les vieilles mamans qui n'ont rien à manger à la maison? Dépouiller comment? Alors que ils ont l'argent. Ils sont encadrés par le Vatican. Ils n'ont pas imposé. La vieille maman ne parvient pas à manger c'est libre, c'est libre. Mais elle doit suer et transpirer pour que le dimanche, elle aille jeter un seul franc qu'elle ne peut même pas utiliser pour nourrir ses propres enfants. Et vous dites que c'est ça, c'est normal ça? Si c'est pas la vente, alors laissez-nous développer. Laissez-nous développer. Vous avez eu votre temps de parole. Vous nous embrouillez, s'il vous plaît. Donc, j'étais en train de dire que dans le rituel de la franc-maçonnerie, le premier but, ils appellent ça quoi? L'humiliation avant l'élévation. Et cette humiliation passe donc par plusieurs procédés. On te transforme en cynique comment? Un, par les pratiques de sodomie qu'on retrouve chez les Grecs et les Romains et dans la Kabbale hébraïque. Est-ce que c'est démontré? C'est démontré, c'est clair. Ils ont pris ça en Égypte. Ils ont pris en Égypte. Montre-moi là où les Montre-moi là où les l'historien Montpellier, l'historien... Montre-moi les textes égyptiens qui parlent de l'historien Mollier, je veux dire, Mollier démontre que ce qu'il y a en Grèce là viennent de l'Égypte antique. Eux-mêmes sont les Kamites. Ils sont d'accord. Ils sont d'accord que les Grecs et les savants grecs sont allés en Égypte. Pourquoi ils refusent ici là d'accepter? Accepter aussi que ce que les Grecs ont vient d'Égypte antique. Accepter. Ça veut dire que si l'homosexualité est en Grèce, ça vient en Égypte antique. Accepter ça. Non, la Grèce n'a pas sa culture. Accepter. Merci apôtre. Toi, reprends la parole.
Et Todd va chuter. Mais c'est que des déductions, ça. Non, Ça veut dire faut que pas si quelqu'un détourner la est allé Grèce. chez les Bassa et apprendre à lancer le son, ça veut dire que ce sont les Toi, Grecs. tu ne reconnais même pas que ça. les Grecs font. Tu ne reconnais même pas. Non, mais c'est Tu ne reconnais même pas que l'Égypte là a influencé les Grecs. Il fait le désordre sur ce Ce n'est pas le Mais désordre. ça nous empêche de développer. Laisse-le développer. Todd chutant. Laisse-le Donc, développer. j'étais en train de Non, dire, laisse-le développer. la Grèce a sa culture et son panthéon. Là-bas, il y a Zeus, il y a Dionysos, il y a Apollon. Ce n'est pas Osiris, ce n'est pas Amon-Ra. On parlait d'Hératique tout à l'heure. Dans les pratiques de déshumanisation, on les transforme en cyniques à travers la douleur de la sodomie que l'homme éprouve. On les transforme en cyniques à travers les crimes. On t'amène à tuer pour la première fois pour que tu comprennes que la vie n'a pas de valeur. On te déshumanise en te faisant manger et ingurgiter des choses aberrantes, telles que les excréments, les urines et autres. Vous êtes sérieux? Bien évidemment, on t'amène, on te déshumanise en te faisant comprendre que tu es supérieur aux autres. Que toi, tu es un homme supérieur à part. Merci. Et les autres sont des esclaves. Et on te déshumanise en te faisant comprendre que c'est pas la famine, la crainte et la terreur que les rois et les grands dirigeants doivent imposer le respect. Alain Douk, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté à l'Afrique? Bien, on va donc rentrer un tout petit peu sur le sujet. Vous savez, quand moi je prends la parole sur ce genre de problématique, je vois l'humanité en danger face à la conspiration maçonnico-satanique. Je ne suis pas dans des reclusions d'ordre racial. C'est ce que d'autres font. Ça n'aide pas. Je vais d'abord commencer sur la question de l'homosexualité. L'homosexualité, comme je l'ai toujours dit, c'est comme cul et chemise en ce qui concerne son rapport à la maçonnerie. J'ai envoyé cet article à Todd. Le titre, c'est un article scientifique publié dans le cadre de recherche universitaire. La plateforme, c'est Sociologos. Le nom de l'auteur, c'est Charles Gebogo. Le titre de l'article, c'est l'homosexualité en Afrique, sens et variation d'hier à nos jours, où il est établi avec maestria qui a toujours eu un ancrage anthropologique, civilisationnel, une présence métastasique de l'homosexualité en Afrique. J'envoie cet article à Todd. Faut qu'on Je ne l'ai arrête. pas lu. Ne le lis pas, Je c'est l'ai ton pas problème. C'est un travail scientifique. Nous avons le papyrus Chester Beatty One, où on voit bien Je tape le deux papyrus, Chester Beatty divinités égyptiennes. Ah, Est-ce que ici, tu demandais qu'on ne t'interrompe pas, mais tu commences à Je ne faire t'interromps pas, exactement. je- Voilà, je- arrête de je- bavarder, j'ai la Ce que tu parole. racontes. Souffre de m'écouter. Où on voit bien Seth et Horus dans une conflictualité qui finit par amener Horus à soumettre son oncle Seth, une des divinités du panthéon égyptien, par sodomie. Clair. On a plusieurs autres papyrus qui traitent des affaires un peu immorales de la part des divinités égyptiennes. C'est pas ça l'enjeu. Moi, je veux pas qu'on discute des évidences. Nous avons une personnalité maçonnique de premier ordre. Elle a dirigé la Grande Loge maçonnique de France, la Grande Loge féminine. Son nom, c'est Catherine Lyoté. Catherine Lyoté. Elle a fait un post, et j'aime relayer cela, où elle dit clairement, elle reconnaît que la divinité adorée dans la maçonnerie, c'est Lucifer. Tout à fait. Avant qu'elle ne le dise, je l'ai toujours dit aux gens, ben, lisez Moral and Dogma. Hein? Moral and Dogma de l'autorité Albert Pike. Albert Pike. Albert Pike, Moral et Dogma. Vous allez vous rendre compte que lui d'Albert aussi prend quelque part du temps pour spécifier quelle est la déité adorée dans la maçonnerie. Aleister Crowley, lui-même dans ses écrits, Tout à fait. va loin, tant sur l'homosexualité Ouais. et la pratique du magico-anal Ouais, bien sûr. et la divinité qu'on retrouve dans le culte. Ouais, ouais. Parce que c'est ça, il faut que les gens retiennent ça. Il ne faut pas qu'il y ait d'amalgame. Ah, le Chester. La thèse de l'école Papyrus, mais- Todd, Voilà ça. quelqu'un a la Allez-y, parole. allez-y. La thèse de la franc-maçonnerie, c'est une école de philosophie. Ça, c'est ce qu'on appelle là-bas l'exomessage. Tout à fait. Celui qui est C'est-à-dire que le message de séduction, lorsqu'on veut miroiter et promouvoir la franc-maçonnerie aux gens qui ne sont pas de véritables initiés. Que dit Pike en réalité?
Vous n'avez pas le droit. C'est ça donc hein, la loi de l'omerta en maçonnerie. Pour chaque degré, en réalité, quand vous êtes dans un degré, vous n'avez pas le droit de communiquer sur les réalités, les secrets du degré en question avec quelqu'un qui n'est pas du degré en question. J'aurais des problèmes. Donc, c'est pour cela que quand vous commencez dans les premiers degrés, on vous miroite des cours de philosophie, la recherche d'une certaine sagesse, la construction du temple, voilà, de notre esprit, etc., en utilisant la symbolique du temple salomonique, etc. Mais degré après degré, vous allez vous être confronté à une réalité qui n'est pas forcément celle qu'on vous a donnée depuis le début. Et c'est structuré comme ça. Vous voulez dire que dans la franc-maçonnerie, dès le départ, on commence à vous manipuler. Bien on sûr. ne vous dit pas la vérité. Bien sûr. Non, mais c'est fondamentalement la manipulation. Pourquoi? Parce que le Dieu qui est le leur Lucifer, c'est le Dieu de la machination, de l'entourloupe, de la fraude, La malice. de la malice, du mensonge. C'est comme ça depuis le début. Mais moi, je suis un peu perdu. Vous dites que le Dieu qu'on loue du côté de la franc-maçonnerie, c'est Lucifer. Lucifer. Mais moi, je vois plusieurs francs-maçons qui sont des fervents croyants, qui vont à D'apparence. l'église tous les dimanches, tous les midis d'ailleurs. Je prends le cas d'une église à Yaoundé, ils ont même une messe tous les midis, et on loue Jésus-Christ, on parle de Dieu. Est-ce que ce n'est pas paradoxal? Il y a un projet de subversion de l'ensemble de l'humanité pour la pervertir, en inversant les valeurs, en inversant la donne et l'amener à une inclination adorative à Satan. Et si vous voulez donc appeler la totalité de l'humanité, vous n'allez pas créer forcément des barrières. Ils vont vous dire qu'ils acceptent tout le monde. J'ai cité ici là. Albert Pink. Non, pas Pike. J'ai cité comment son nom, Yves. Le nom va revenir. Le nom va revenir. Où, il expliquait. Je l'ai cité ici. Où il disait que catholicisme, etc., tous ces ismes-là qu'on retrouve dans la religion, c'est absolument rien. Ce sont des prêtres noms, ce sont des prénoms. Très bien. Un seul nom. Le nom en question, c'est franc-maçonnerie. Pour te dire que quoi, eux-mêmes vous le disent, qu'il n'y a pas antagonisme à être un mahométan, à être un catholique, à être un presbytérien, à être un chrétien et être maçon. Parce que justement, l'enjeu est à ce niveau, c'est de regrouper tout le monde et de subvertir l'humanité au vrai créateur. Permets que je sorte. Parce que la question c'est, est-ce que la franc-maçonnerie a apporté quelque chose à l'Afrique? Ah ben non. Je sors par là pour dire ceci. Quand vous entrez dans ces choses, vous allez remarquer quelque chose. L'Afrique n'est rien là-bas. Je tiens déjà à vous le dire. C'est-à-dire que lorsque vous allez dans les plus hauts degrés... L'Afrique n'est rien là-bas comment? Les Noirs. Attends d'abord. Et tous nos francs-maçons, alors que nous avons ici, ils servent donc à quoi? Parce qu'au niveau... Ce sont des laquais? Quand je parle de la grande structuration du monde de l'occulte, au niveau transnational... Non, Tot. Moi, je vois des gens ici, Alain Dou, je vois des gens ici qui sont même très contents d'appartenir à cette affaire. Et toi, tu nous dis que l'Afrique n'est rien là-bas. Ils le savent. Donc, ce sont des esclaves là-bas. C'est pour ça que je dis, parfait, pour ce genre de sujet, il manque du temps pour qu'on explique aux gens les enjeux. Ils savent, notamment, et Satan n'oublie pas ça. Satan n'oublie pas que le rédempteur de l'humanité était nègre. Donc, il y a cette espèce d'aversion d'abord fondamentale qui a contre la race en question. Et c'est pour cela que même dans le monde de l'occulte, du satanisme, le noir même là-bas n'arrive pas à atteindre certains degrés. C'est-à-dire dans la structuration hiérarchique du monde de l'occulte. Quand il y a des grandes messes, les plus hauts degrés de l'illuminisme satanique, les noirs ne se retrouvent pas. Parfait. Il faut que les gens le comprennent. C'est un système de perversion, d'inversion de valeurs. Et comme pour contrôler le monde, il faut contrôler 3 piliers. Il faut contrôler la religion, il faut contrôler l'économie, la finance et il faut contrôler le politique. Et justement, donc, ils se répandent au travers des loges maçonniques pour recruter le maximum de personnes au travers de ces 3 axes et réaliser un agenda que nous ressentons chaque jour dans les différents aspects de la vie sociale. Merci Alain Douk. Nous allons lire au pas de course quelques messages là. Bonjour parfait ici, beau panel. Moi j'aimerais savoir pourquoi Monsieur Tot est souvent si fier de brandir que tout vient de l'Égypte. Et aujourd'hui, quand il s'agit de la franc-maçonnerie, il dédouane cette même Égypte. La franc-maçonnerie tire ses origines de l'Égypte. Les Égyptiens étaient de très grands maçons de par leur construction. Donc c'est de là que cette pratique a été
été transportés pour le monde. Un autre message ce matin. Bonjour, parfait. Je pense que nous sommes déjà dans le dans le ben de la franc-maçonnerie. Je note conseil de chercher juste la farce. Dieu créateur du ciel et de terre, David de Mbalmayo. Un autre message. Bonjour, perfecto, ainsi qu'au panel. Long message, hein? Oh là là. À la question, qu'est-ce que la franc-maçonnerie a apporté à l'Afrique? Je pense qu'il faut répondre avec honnêteté et sans fantasme. Les défenseurs de la franc-maçonnerie disent qu'elle a apporté des réseaux de solidarité entre élites, une certaine culture de discipline et de discrétion, des espaces de dialogue entre dirigeants, ainsi qu'une influence dans les domaines politiques, administratifs et économiques. Plusieurs dirigeants africains réputés proches de la franc-maçonnerie, comme Félix Houphouët-Boigny, Léopold Sédar Senghor, Omar Bongo ou encore Blaise Compaoré, ont souvent été représentés comme des hommes de réseau capables de maintenir des relations diplomatiques fortes avec l'Occident et certains centres de pouvoir internationaux. Mais la vraie question est, ces réseaux ont-ils réellement servi les peuples africains ou surtout les élites africaines? Car lorsqu'on observe l'Afrique depuis les indépendances, on constate que les pays où les réseaux maçonniques ont été les plus influents ne sont pas forcément devenus des modèles de justice sociale, d'industrialisation ou de souveraineté économique. Au contraire, beaucoup d'Africains reprochent à la franc-maçonnerie d'avoir accompagné la reproduction des systèmes néocoloniaux, le maintien d'élites déconnectées des réalités populaires, l'opacité dans la gestion du pouvoir et une forte acculturation des dirigeants africains. Je m'arrête à ce niveau parce que ton message est très long. Hein? Un autre message ce matin. Otep à vous, monsieur parfait, ici. Ils sont nombreux à disserter sur la pierre sans jamais avoir tenu le ciseau. Ils confondent l'ombre du temple avec le temple, le secret avec le mystère. Or, la franc-maçonnerie spéculative ne renonce pas au monde. Elle élève l'âme en cathédrale intérieure, mais cette architecture de l'esprit doit, par nécessité, se prolonger dans la cité des hommes. Telle sa pierre brute, c'est simultanément sculpter sa conscience et participer à l'édification du monde physique, car le dedans et le dehors obéissent au même fil à plomb. L'initié véritable ne fuit pas la carrière, il y descend pour mieux bâtir. Je rigole à écouter Monsieur Noir qui s'amuse à farcir des incohérences historico-scientifiques, utilisant de façon alambiquée des concepts d'entropie et prétextant la véracité de machines pour communiquer avec les morts. Sachant bien que toute tentative de fabrication de nécrophonique et communication avec les morts ont été scientifiquement un échec depuis Thomas Edison. C'est ça qu'est l'humble ignorant.